époque. Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour à vous Éric Zemmour. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. À mes côtés pour vous interroger, Nicolas Barré des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Bock-Côté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Vos idées, Éric Zemmour, sont transgressives et radicales. Certains les considèrent comme dangereuses et nocives. Alors qu'incarnez-vous vraiment? La France du sursaut ou bien une défaite maquillée en insurrection? Prophétisez-vous, tout en la redoutant, une guerre civile à la manière d'un Jacques Bainville dans l'histoire, ou bien soufflez-vous sur les braises d'un tel affrontement? Cette émission va s'intéresser tout d'abord à vos idées et à leur traduction concrète, et tout d'abord votre vision de l'identité de la France. Pour Ernest Renan et Éric Zemmour, l'identité de la France est une histoire partagée. C'est une histoire millénaire qui a vocation à être poursuivie. Pour Renan, vivre ensemble, et je ne dis pas le vivre ensemble, on le fait pour continuer cette histoire. Alors dans le respect de cette continuité, pourquoi estimez-vous que l'identité française doit rester figée, qu'elle ne peut pas s'enrichir d'apports nouveaux tout en restant dans son génie? D'abord, bonjour, et je suis content de vous retrouver. Je suis content de retrouver Mathieu, je suis content même, je connaissais jadis Nicolas, et donc je vais tout de suite répondre à votre première interrogation, parce que vous avez repris, et c'est bien naturel, les mots de mes adversaires, de mes contempteurs, mais beaucoup de choses sont fausses. Vous comprenez, vous avez cité vous-même Ernest Renan, et vous l'avez très bien cité, parce que d'habitude, on le tronque. C'est-à-dire qu'on insiste uniquement sur le côté « vivre ensemble », comme on dit, alors que lui n'a jamais utilisé le substantif, évidemment. Alors qu'en fait, vous avez tout à fait raison, le point le plus important pour Renan, c'est l'histoire qu'on s'approprie et qu'on partage et qu'on veut continuer. Il a même une formule dans le texte. J'ai relu pour mon précédent livre, Le Destin français, le texte entier de la fameuse conférence « Qu'est-ce qu'une nation ?» Et il explique très bien qu'il reprend une phrase des Grecs anciens qui dit « Nous serons ce que vous avez été et nous continuerons ce que vous fûtes ». Donc il y a vraiment une notion de continuité. Alors, c'est exactement... Les gens d'aujourd'hui, la gauche d'aujourd'hui, auraient dit à Ernest Renan « Mais mon pauvre ami, tu as une conception bien figée de l'identité française. Est-ce que tu crois qu'au XIXe siècle, on a la même identité qu'au Moyen-Âge? Est-ce que tu crois qu'au XIXe siècle, on a la même identité qu'au XVIIe siècle ?» Et sans reprendre les mots de vos adversaires, Éric Zemmour, on peut vous dire qu'on peut avoir une France universaliste appuyée sur son identité chrétienne. Bien sûr. Mais Vous ne d'ailleurs, le contestez pas. Mais d'ailleurs, c'est quasiment synonyme. L'universalisme, vous savez, catholicos, ça veut dire universel. Donc si on est universaliste en France, c'est parce qu'on a été catholique et chrétien. C'est la même chose. Donc ça, c'est évidence, je suis tout à fait d'accord. Mais l'universalisme ne veut pas dire le multiculturalisme. Non, mais l'universalisme des droits de l'homme, c'est hérité de la tradition chrétienne. Absolument d'accord. C'est la part lumineuse de la France. Absolument d'accord, avec une différence, avec plusieurs différences. La première, c'est qu'il y a une notion consensualiste héritée de Rousseau qui n'est pas dans la conception chrétienne. Et d'ailleurs, qui est dans la conception de Renan, puisque c'est les fameux le vivre ensemble, mais qui justement est contrebalancé par l'histoire partagée du passé qu'on s'approprie, etc. Maintenant, l'universalisme, je suis tout à fait d'accord, c'est on peut venir de n'importe où dans le monde et devenir français. C'est le génie français. C'est intéressant, vous ne le considérez plus comme une désincarnation, l'universalisme. Mais non. Vous avez évolué sur ce point. Mais pas du tout. Non, il y a quelques semaines, vous disiez encore que cet universalisme, c'est une désincarnation, une abstraction. Non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai jamais dit ça. Je dis simplement que on peut être français d'où qu'on vienne. Mais, et d'ailleurs j'en suis la preuve, et vous en êtes la preuve, et Mathieu, quelque part, en est la preuve aussi. Mais, on ne devient français que s'il y a une assimilation. Je dis bien une assimilation. Pas une intégration, encore moins une insertion, pas une créolisation. Tous ces mots qui sont faits pour justement empêcher l'assimilation et pour interdire l'assimilation. Et qu'est-ce que ça veut dire l'assimilation? Ça veut dire devenir le même. Ça veut dire s'approprier l'histoire, ça veut dire s'approprier les mœurs, ça veut dire s'approprier la façon de vivre, les goûts, la littérature, s'imprégner des mots, la langue, les paysages, etc. C'est ça. Mais justement, vous posez une question essentielle. Comment ça marche? Je vais prendre le relais sur... Allez-y Mathieu. Vous expliquez... je répondrai après. Je prendrai le relais en fait sur ça, c'est que vous êtes
un assimilationniste fervent. Absolument. Mais vous expliquez aussi dans vos ouvrages et dans vos interventions que les conditions de l'assimilation aujourd'hui sont à peu près impossibles. C'est-à-dire que l'immigration massive a créé un effet démographique tel, un effet de saturation démographique, donc l'assimilation ne serait plus possible. Comment surmontez-vous cette contradiction? Donc l'assimilation désirable, mais est-elle encore possible? En fait, il y a deux obstacles majeurs à l'assimilation. La première, c'est que les élites françaises, sous l'influence américaine, y ont renoncé depuis 40 ans. Ça, c'est un premier fait. Et sous l'influence européenne. Vous connaissez bien sûr cette directive européenne qui dit que l'intégration est un phénomène réciproque d'apport du pays d'accueil. Et moi, je suis resté sur la ligne brodélienne. L'assimilation est le moyen... On connaît votre diagnostic. Voilà. La question de Mathieu Bock-Côté, c'est comment? Traduction concrète. Très bien. Donc ça, première chose. Deuxième chose, effectivement, nous avons un autre problème de l'autre côté, si j'ose dire, c'est que nous avons une population venue des pays arabo-musulmans et africains très nombreuse et en plus avec une culture très éloignée de la trame traditionnelle française qui est chrétienne et gréco-romaine. Ça, c'est un problème énorme. Vous savez, je cite souvent les chiffres que j'ai lus dans le livre de Pierre Milza, l'historien, sur l'immigration italienne. Il dit, entre 1870 et 1940, il y a eu 3 millions d'Italiens qui sont venus en France et nous n'en avons gardé qu'un. Il y a 2 leçons à tirer de cela. La première, c'est que l'assimilation permet de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Ceux qui veulent vraiment s'assimiler restent. Ceux qui ne veulent pas s'assimiler... Comment faites-vous... Et attendez, et ils ont tout à fait le droit. Oui, mais comment faites-vous ce tri? Tout simplement comme l'a fait la République. C'est-à-dire c'est-à-dire que la République, comme elle a fait la République, c'est ce que je vous dis là est profondément républicain. C'est la République qui a toujours fait ça. Je veux savoir comment vous faites la différence entre le bon grain et l'ivraie. La Troisième République, d'abord, tout simplement, les gens repartent. Non, ça, c'est une chose. Mais c'est très important. Non, mais vous, comment vous faites cette différence? Mais moi, je fais cette différence. Vous savez, c'est dans la loi. Pour la naturalisation, on dit il faut que ça soit assimilé, que les gens soient assimilés. Donc, vous voyez qu'on a toujours fait la différence. C'est drôle parce que lors du débat avec Jean-Luc Mélenchon, vous avez eu cette phrase. Vous-même, vous avez dit pour la naturalisation, il y a des critères d'assimilation. Malheureusement, on ne les applique plus. Absolument. C'est faux. Ah non, on ne les applique plus. Quand vous voyez que des femmes voilées sont naturalisées, ça veut dire qu'on ne les applique plus. C'est faux. Le taux d'acquisition... Je vais vous donner... Mais je ne fais pas le fact-checking. J'essaie de comprendre votre diagnostic, Éric Zemmour. Le taux d'acquisition de la nationalité française rapporté à la population a baissé depuis 15 ans. Il est de 17 pour 10 000 habitants contre 27 en 2004. Et savez-vous pourquoi ça a autant baissé? Pour le défaut d'assimilation qui est invoqué. La naturalisation n'a jamais été aussi... faible Sonia dans Mabrouk, notre pays. Comment pouvez-vous dire que l'assimilation n'a jamais été aussi faible alors qu'on naturalise à peu près 100 000 personnes par an? Mais vous êtes d'accord que ça a diminué en 15 ans? Mais ça a peut-être diminué en 15 ans, mais qu'en 15 ans, c'était encore plus fou. Ça, c'est autre chose. Mais vous dites que les critères ne sont plus appliqués, c'est l'inverse. Si on naturalise 100 000 personnes par an, c'est qu'ils ne sont plus guère appliqués. Mais on ne devrait pas appliquer, on ne devrait pas naturaliser autant. Permettez-moi de poser la question de l'assimilation sur un autre registre, c'est-à-dire il y a ceux qu'on peut assimiler et ceux qui rejoignent la France. Ouais. Il y a aussi le fait que plusieurs générations, vous le dites vous-même, de gens se sont installés en France et ce sont des Français donc naturalisés, citoyens parfaitement, mais culturellement, le sont-ils assimilés? Donc comment se pose la question de l'assimilation pour ceux qui sont déjà français, qui le sont pleinement, mais qui sont quelquefois culturellement étrangers au corps majoritaire français? C'est tout le problème, nous devons refaire des Français. Mais de quelle manière? D'abord, par quel critère? C'est facile. Là, ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire l'appropriation par l'école. On me pense tout le temps pour cette histoire de prénom, mais moi je continue de penser que c'est un symptôme, c'est un geste qu'on fait vis-à-vis de la France, et il y en a beaucoup d'autres. Vous êtes dans le symbole. Le mode de vie, c'est important, les symboles, madame. On a envie de comprendre. Et attendez, et après, il n'y a pas autre chose. Il y a simplement le fait de vivre à la française. Vous savez, quand je vois la jeune femme chaïnaise qui est brûlée par son mari. Pourquoi elle est brûlée par son mari? Il répond, il dit parce qu'elle voulait vivre à la française. C'est une horrible tragédie. Moi, je vous dis. C'est une horrible tragédie, mais attendez, dans la nuance entre le bon grain et l'ivré, et je ne vais pas jusqu'à cet extrême. Comment vous faites la différence entre ce que vous estimez être de bon et de mauvais? D'abord, si vous voulez, il y a je vous répète que les gens qui ne veulent pas s'assimiler partiront d'eux-mêmes. Il y en a beaucoup qui partiront comme on fait les autres vagues. Ça, vous le présupposez. Deuxièmement, je propose, moi, qu'on supprime les mesures de solidarité nationale.
c'est-à-dire le social de solidarité nationale, on va l'enlever aux étrangers. On ne le donnera qu'aux Français. Ça, c'est une deuxième chose qui peut faire partir beaucoup de gens et qui peut en tout cas décourager les gens de venir. Parce que je pense, comme l'a dit, attendez, mais c'est important. Après, troisièmement, je propose l'expulsion de tous les délinquants étrangers emprisonnés. Ça fait quand même 25% des prisons, à peu près 15 000 personnes. C'est pas mal. Je propose aussi la déchéance de nationalité pour l'extension de la déchéance de nationalité pour de nombreux crimes et délits. Là aussi, on sait quels sont ces trafiquants de drogue, ces délinquants. Je propose de la déchoir de nationalité et de les expulser. Et vous voyez, il y a beaucoup de gens qui, et à part ça, les gens qui travaillent, qui sont honnêtes, etc., il n'y a aucun problème évidemment de leur faire quoi que ce soit. Je leur demande simplement de devenir français, comme on l'a fait nous avec les générations d'immigrants précédents. C'est tout. Une pause, vous nous direz quand même quels sont les critères. On tient à avoir cette réponse. C'est quand même la colonne vertébrale de votre projet, de vos idées. Éric Zemmour, on va continuer à en parler. Une courte pause. Mathieu Bock-Côté, Nicolas Barré et moi-même, invité Éric Zemmour en direct sur Europe 1 et CNews. Le grand rendez-vous Europe. Et notre invité ce matin, Éric Zemmour, nous vous interrogeons avec Mathieu Bock-Côté, Nicolas Barré, Éric Zemmour sur votre projet, votre ambition assimilationniste. Et depuis tout à l'heure, je vous avoue ne pas comprendre, mais vous allez nous expliquer comment vous le traduisez concrètement sur le terrain. On a compris ce que vous faites pour ceux qui commettent des crimes et des délits. Vous dites qu'en partie, certains partiront d'eux-mêmes, mais ils sont français. Vous les renvoyez vers où et en fonction de quels critères? Ne caricaturez pas, je renvoie personne, je renvoie aucun Français. C'est une folie ça, on raconte n'importe quoi sur moi. Je ne renvoie aucun Français. Je dis simplement, je vous ai dit tout à l'heure, voilà, j'étends les clauses de la déchéance de nationalité pour les binationaux. Il y a beaucoup de binationaux en France. Combien ? Beaucoup. Combien ? Vous savez, même l'État ne le sait pas. Combien ? Mais même l'État ne le sait pas. Est-ce que vous le savez ? Non, mais je ne peux pas savoir, puisque même l'État, moi je ne me fie qu'à des chiffres précis, mais lesquels ? à des chiffres officiels. Combien il y a de binationaux maghrébins ou d'abord, je sais que le Maroc interdit la non-binationalité, si j'ose dire. On doit garder sa nationalité marocaine. Donc tous les Marocains et les Algériens, c'est la même chose. Donc vous voyez, ça fait déjà beaucoup de monde. Bon, je ne sais pas si en comptant comme ça sur le doigt d'une main... Écoutez, excusez-moi, on peut savoir la population algérienne et marocaine et je vous dirais les binationaux. Vous disiez tout à l'heure que pour s'assimiler, il faut en quelque sorte vivre à la française. C'était votre expression. Mais concrètement, ça veut dire quoi, vivre à la française? Qui va décider un tel vit à la française, un tel ne vit pas à la française? Mais c'est quand même simple. On dirait que c'est très marrant parce que c'est des questions qui ne se posent que depuis 30 ans. Avant, on ne se posait pas la question. Avant, on savait ce qu'était la vie à la française. Et on savait que, d'ailleurs, Christophe Guilluy explique ça très bien dans ses livres, comment c'était les ouvriers français qui assimilaient les nouveaux venus et qui leur disaient, voilà, tu vis comme ça, tu vis comme ci. Et c'était la règle, elle était établie par le peuple, pour le peuple et pour les immigrants. Vous faites comment? Mais simplement, il y avait des règles qui s'imposaient. On demandait aux gens de respecter. On donnait un prénom français. On donnait un prénom. Du prénom. Il n'y a pas que ça. Mais c'est au-delà du prénom. On vivait comme des Français. Je vous dis. Encore une fois, on n'enfermait pas les femmes. La France soutient des valeurs. Pas les femmes. On n'interdit pas dans les cafés les femmes. La France soutient quand même pas rien. La question se pose de manière le diagnostic, vous le proposez, il est je dirais d'une année à l'autre de plus en plus sévère dans vos écrits. L'objectif, vous le dites, il faut vivre à la française. L'entre-deux, c'est la question de Lénine. Que faire? Alors, je vous la pose directement. Vous présentez, vous nous dites, en France, il y a des enclaves ethniques, des enclaves étrangères, des enclaves communautaristes. Laissons de côté la question de l'insécurité. Vous avez vos réponses sur cette question-là. La question de l'insécurité serait-elle réglée demain matin que la question des enclaves culturellement étrangères France se poserait encore? Bien sûr. Comment franciser culturellement des populations qui sont par ailleurs, juridiquement, politiquement, pleinement françaises? Comment je sais bien, mais je vous l'ai dit. Ça se fait rapidement? C'est une génération? Non, ça se fait pas rapidement. Donc il n'y a pas de solution. Mais bien sûr qu'il y a des solutions, mais comme on l'a fait toujours. On a francisé en France d'abord les gens venus de régions comme la Bretagne, etc. Ils avaient un dialecte différent. Ils étaient rien à voir avec les mêmes... Non, mais... Je m'étonne que vous preniez cet exemple. Mais c'est parce qu'on a fait comme ça. Je m'étonne parce que... On a fait ça sur des siècles. Oui, mais... Après, on a francisé les Italiens. Après, on a francisé les Espagnols. On a francisé les Russes. Vous avez compris qu'on ne parle pas de cela. Vous avez compris qu'on parle de cela. Mais je sais très bien. Alors allez-y. Mais je sais très bien. Donc il faut reprendre la même mécanique. C'est-à-dire à l'école, apprendre le français, la langue française, l'histoire de France. Il n'y a rien de révolutionnaire, monsieur. Mais je ne prétends pas. Mais chère madame, le problème n'est pas que je ne sois pas révolutionnaire, le problème c'est qu'on a révolutionné. C'est-à-dire qu'on a abandonné tout ça.
et que depuis 40 ans, on ne fait plus tout ça. Et qu'au contraire, on fait l'éloge des cultures allogènes. L'école enseigne l'histoire de France, l'école enseigne le français. Vous avez des enfants. On ne peut pas dire oui, bien sûr. Bon, vous avez vu comment on enseigne l'histoire de France? Vous avez vu comment on enseigne la littérature? Vous avez vu comment on enseigne tout cela? Non, ne dites pas qu'on enseigne l'histoire de France comme on devrait l'enseigner. En vérité, on passe son temps à démolir l'histoire de France. Bon. Quand on l'enseigne, c'est pas la même chose. C'est la chose la mieux partagée, l'éloge de l'histoire de France. Nous serons tous d'accord. Mais je sais qu'on est tous d'accord. Mais oui. c'est pas qui. Oui. On est tous d'accord là ici entre nous. Non, mais pas dans l'école. Non, pas à l'école. Regardez les programmes, regardez comment c'est enseigné. Moi, j'ai des enfants, je sais très bien comment ça a été enseigné. Monsieur Zemmour, on va avancer sur les différents sujets. Est-ce que vous maintenez que l'islam et l'islamisme, c'est la même chose? Oui. Donc il y a 6 millions d'islamistes en France? Vous savez, sémantiquement, quand on a inventé le mot islamisme, c'était uniquement pour faire un équilibre avec christianisme, judaïsme, protestantisme. C'est uniquement ça. Donc il y a 6 millions d'islamistes. Tout le 19e siècle, on utilise indifféremment islam et islamisme. C'est la même chose. Et simplement, vous savez, quand Abdeslam, qu'est-ce qu'il dit, Abdeslam? Il dit, on me traite d'islamiste, de radical, etc. Je suis un musulman. C'est ce que vous dites. Pardonnez-moi. Le 9 septembre, vous dites sur CNews, parce que vous y faites référence, vous dites cette phrase. Parlant de Salah Abdeslam, il tient les propos d'un musulman impeccable. Il se comporte en musulman impeccable. Il imite en réalité Mahomet dans le Coran, qui est à la fois prophète et chef de guerre. Et vous répétez vous-même, Éric Zemmour, en cela, Salah Abdeslam est un bon musulman. Je vais vous poser directement la question. Si Salah Abdeslam est un bon musulman, que suis-je? Pour l'islam, vous êtes une mauvaise musulmane. Pour vous, que suis-je? Pour moi, vous êtes une Française parce que justement, vous avez... C'est exactement ce que j'allais dire. On remarque toujours que je ne distingue pas entre l'islam et l'islamisme. Mais on ne remarque jamais que je fais un distinguo, en revanche, entre l'islam et les musulmans. Je le remarque. Je vous demande votre point de vue. Justement, je vous le dis, je vous réponds. Donc, qu'est-ce que c'est le distinguo? C'est que l'islam, et vous le savez comme moi, est une religion de la théologie politique. Et en plus, c'est une civilisation, c'est une nation, c'est une Oumma. Bon. Qui est, je le répète, incompatible avec les principes de la France. Et je n'étais pas le premier à le dire d'ailleurs. Je me rappelle que tout le RPR et l'UDF le disaient dans les années 90. Mais les musulmans peuvent très bien se détacher de l'islam et avoir une pratique de leur religion que j'appelle, moi, avec tous les guillemets du monde, chrétienne. Mais ils le font. Non. Vous l'appelez chrétienne, certains l'appellent modérée ou certains l'appellent... Mais c'est pas modéré. Monsieur Zemmour, attendez, c'est pas modéré. C'est que simplement... Attendez, je sais parce que moi, je connais très bien ce problème, parce que le judaïsme, au départ, est la même chose que l'islam. C'est-à-dire qu'il y a une remarque conception... et je vous laisse poursuivre. Non, mais c'est important parce que vous posez un préalable. Nous ne considérons pas ici l'islam comme un christianisme oriental pour les Arabes. Je ne considère pas, comme certains, je ne vais pas les citer, que les djihadistes sont des nihilistes déguisés en religion. On est d'accord. Par contre, permettez-moi de vous prendre deux références et j'aimerais que vous y répondiez. Feu Abdelwaheb Medeb ou encore Abdelnour Bidar, qui estiment que l'islamisme, c'est la maladie de l'islam. Ils ne réduisent pas, oui, je vous vois faire de grands yeux, ils ne réduisent pas l'islam à l'islamisme. Et je suis étonnée parce que vous avez une culture historique très forte, donc vous connaissez très bien la civilisation islamique pour laquelle jusqu'aux années 60, et nous sommes vraiment dans le contemporain, il y a eu cette bataille pour l'historicité de l'islam, pour une lecture critique de l'islam. Donc vous savez qu'elle est possible et qu'on peut la prolonger aujourd'hui. Pourquoi vous n'y croyez pas? Parce qu'elle a toujours perdu. Pourquoi vous Historiquement, elle a toujours perdu. Au 9e siècle, les Mutazalites ont été écrasés. Donc, Renan, qu'on citait tout à l'heure, un grand spécialiste de l'islam, dit qu'à chaque fois, l'islam le plus dur a gagné dans toute l'histoire de l'islam. Donc, tous les Français musulmans aujourd'hui, comme Lydia Guirous, comme Fatia Gabok-Boudjelal, je pourrais vous en citer plein, et des millions ont déjà perdu alors qu'ils se battent contre l'islamisme. Non. Je pense que, si vous voulez, ces gens que vous me citez sont des musulmans qui se détachent de l'islam. Non. Mais si, mais bien sûr que si. Elles n'ont pas. Il y a autant de musulmans que de lectures ou d'interprétations de l'islam. Mais c'est pas vrai, madame. Mais si vous le savez, vous savez très bien qu'on n'a pas le droit d'interpréter le Coran. Ah bon? On n'a pas le droit. Depuis le 9e siècle, on a fermé les portes de l'Ijtihad. Où est-ce écrit? Je le répète, on a fermé les portes de l'Ijtihad. On a des commentateurs, on n'a pas d'interprètes. Ce n'est pas la même chose. Il y a autant d'interprétations possibles que de musulmans, monsieur Zemmour. Non, c'est pas vrai. Non, excusez-moi. Si. En revanche, ce qu'on a, c'est des gens qui ont une pratique détachée des préceptes théocratiques et politiques de l'islam. Parce qu'ils ont une lecture qui n'est pas guerrière du Coran. Mais bien sûr, mais c'est ce que je dis. C'est la majorité des Français musulmans.
Non, attendez, il y a deux choses. Il y a la lecture de l'islam qui est, ce n'est pas de ma faute, c'est simplement comme ça. Il y a le Coran de Médine, le Coran de la Mecque, vous connaissez ça comme moi, et puis c'est le Coran de Médine qui s'est imposé. Maintenant, il y a des musulmans, vous avez tout à fait raison, mais c'est ce que je dis. Je fais appel aux musulmans et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui entendent mon discours. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui comprennent qu'il faut franciser la pratique de l'islam, comme les Juifs l'ont fait. Oui, mais en assimilant, vous savez, les Juifs l'ont fait. Écoutez-moi, en assimilant l'islam à l'islamisme aujourd'hui, comme vous le faites, en présentant des musulmans, vous avez répondu à ma question, donc il y a 6 millions d'islamistes, vous savez bien quelle portée cela a aujourd'hui en Occident, de les confondre, c'est une collusion idéologique. Non, Madame Mabrouk, je dis simplement qu'il ne faut pas, moi je les prends en adultes. Je ne les... Qu'ils sont. Voilà, exactement. Comme tous les Français. Exactement. Et donc je leur dis, je ne suis pas dupe, je sais ce qu'est l'islam, et simplement je vous dis, vous, en tant qu'individu, vous pouvez, c'est exactement la phrase de Clermont-Tonnerre aux Juifs, tout aux musulmans en tant qu'individu, tout, rien en tant que peuple, et rien en tant que nation. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est que nous avons des enclaves étrangères avec des diasporas qui sont des nouvelles nations dans la nation. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. Vous ne pouvez pas dire que dans ces enclaves étrangères, il y a une pratique de l'islam apaisée. C'est faux. Non, mais il y a une pratique de l'islam totalitaire. Il y a le reste de la France où il y a cette pratique de l'islam. Oui, mais excusez-moi, mais ces quartiers sont innombrables. Et là, les musulmans sont nombreux. L'autre réalité, parfois, que vous feignez de ne pas voir. Je ne feins pas, je dis au contraire. Moi, je vais vous dire, moi, si j'étais musulman aujourd'hui et que mes parents étaient venus parce qu'ils avaient fui une réalité, la corruption, la pauvreté, la pression totalitaire de l'islam, et je n'aurais pas envie de nouveau de faire de la France un de ces enfers-là qu'ils ont quittés. Donc moi, si j'étais musulman aujourd'hui, je ferais tout justement pour m'aider à combattre l'islamisation du pays. C'est ce que beaucoup Parce qu'aujourd'hui, on a un risque d'islamisation du pays par la loi démocratique. Ils sont qualifiés de collaborateurs. Beaucoup le font. Et vous voyez bien qu'ils sont qualifiés de collaborateurs. Oui. Donc c'est pas par moi. Par qui? Pas par moi. Oui, mais par vos adversaires. Par d'autres musulmans. Mais non, parfois par vos adversaires communautaristes, indigénistes. Voilà, c'est des musulmans, c'est pas de ma faute. Mais Éric Zemmour, quand vous dites que des terroristes comme Salah Abdeslam est un bon musulman... C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Est un bon musulman. Il dit je suis musulman. Il le dit lui-même. Je ne suis qu'un musulman. Moi, je reprends son discours. Vous n'avez pas à rapporter son discours. Et pourquoi j'ai pas à rapporter son discours? Parce que c'est une collusion idéologique, parce qu'il essaye... Ah bon? Mais pas du tout. Bon. Mais quand vous donc Salah Abdeslam n'essaye pas comme ça de contaminer d'autres musulmans, il n'essaye pas de les recruter? Mais bien sûr que si. Ah bon, donc en relayant un tel discours, il y a ce risque-là. Mais écoutez, il faut regarder les choses en face. On ne va pas commencer à se dire « Ah mais on ne dit pas ça, avant c'était pour pas faire le jeu du Front National, maintenant c'est pour pas faire le jeu de... » Oui, mais pour aller quand vous dites que ces gens-là sont des bons musulmans pour l'islam, parce que c'est ce que vous avez dit, vous passez quand même un peu vite sur tout ce clergé musulman qui, au contraire, condamne Abdeslam en disant non, ce n'est pas un bon musulman, c'est contraire à nos principes. Monsieur Barré, d'abord, il n'y a pas de clergé musulman. Chez les sunnites, il n'y a pas de clergé. Donc il ne représente rien. Non, il ne représente rien. Il ne représente qu'eux-mêmes. Dans la religion musulmane sunnite, il n'y a pas de clergé. C'est bien un des problèmes d'ailleurs, parce que ça permet à tous les extrémistes d'imposer leurs règles par la force et par le verbe le plus haut, parce que justement, il n'y a pas d'église. On qualifie comme ça tous ces imams. Oui, mais justement, ils n'ont aucune influence. Ils auraient dit l'inverse, on aurait amplifié leurs propos. Vrai. Alors quand ils disent des choses républicaines, je vous réponds. Je réponds. Mais vous souhaitez la christianisation, disons ça comme ça, de la pratique culturelle de l'islam en France. Comme le judaïsme l'a fait, comme le protestantisme l'a fait. La question que je vous pose, c'est croyez-vous que c'est possible? Vous le souhaitez? Vous l'espérez? Mais y croyez-vous vraiment? Éric Zemmour, vous pouvez répondre juste après la pause. Pardonnez-moi. Vraiment, c'est un teasing, comme on le dit. On enlève les mots anglais, mais c'est un lancement pour rester avec nous. Pardonnez-moi, on marque une pause et évidemment, vous répondez à la question de Mathieu Bocoté, aux questions de Nicolas Barré. À tout de suite sur CNews et Europe 1. Sonia Mabrouk. Et merci à vous en cette matinée de nous suivre en direct sur Europe 1 et CNews, Mathieu Bocoté. Donc, avant la pause, nous le disions, vous souhaitez la christianisation culturelle des musulmans en France, qu'ils apprennent à vivre leur religion comme les chrétiens ou les juifs le font. Donc, vous le souhaitez, vous le désirez, vous constatez que ce n'est pas le cas en ce moment pour une partie significative de la population musulmane, mais y croyez-vous? Croyez-vous que c'est possible dans un horizon historique relativement rapproché? Et si ce n'est pas possible, si vous le souhaitez sans que ça ne soit possible, quelle est votre solution? Moi, je pense que tout est possible. On doit y arriver. Non, mais on doit y arriver. C'est-à-dire que... on doit bien les choses, mais... Non, mais bien sûr. Mais si vous voulez,
Sonia Mabrouk en est la preuve que c'est possible. Et moi, j'en suis la preuve que c'est possible. Au départ, mes grands-parents étaient dans une culture judéo-arabe, beaucoup plus que judéo-française. Et petit à petit, on s'est francisé. On vit à la française, avec des mœurs françaises, avec des rapports entre hommes et femmes à la française, avec une culture française. On aime la littérature française. On lit. C'est tout ça, devenir français. Je ne comprends même pas qu'on pose encore la question comment franciser. Donc, il y a effectivement une réislamisation massive dans tous ces quartiers. En partie, c'est les jeunes. Je ne vous redonne pas les fameux chiffres, les sondages, tous ces jeunes qui majoritairement estiment que la charia est au-dessus des lois de la République. Ça existe. Donc il faut effectivement refranciser, il faut remettre, si vous voulez, l'église au milieu du village, c'est-à-dire dire aux gens, voilà, est-ce que vous voulez vivre selon les mœurs françaises ou pas? Vous savez, on l'a déjà fait. C'est-à-dire que on peut combattre l'islam et l'islamisme et en même temps protéger les musulmans. Souvenez-vous, dans les années 60, 70, 50, 60, 70, il y avait une idéologie totalitaire qui s'appelait le communisme. On combattait le communisme. Et pourtant, les communistes n'étaient pas persécutés. Ils avaient le droit de travailler, ils avaient le droit de vivre normalement, ils pouvaient même rentrer dans la fonction publique, contrairement à l'Allemagne. Vous voyez bien qu'on peut très bien distinguer entre les deux. Donc je pense que c'est ça qu'il faut faire. Mais il faut simplement mettre les musulmans devant leurs responsabilités. Et je pense qu'il y en a beaucoup, je le répète. Moi, je tends la main aux musulmans, en vérité. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à islamiser. Mais parce que je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à islamiser le pays. Puisqu'ils ont fui des pays musulmans. Donc il faut qu'ils se regardent eux-mêmes et qu'ils se disent qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants. Pourquoi vous n'abandonnez pas très sincèrement cette histoire que certains jugent anecdotique des prénoms? Mais je vais vous dire pourquoi, Éric Zemmour. Est-ce que vous oseriez ce matin, vraiment face caméra, et c'est pas du tout démagogique de ma part, dire à Latifa Ebn Ziaten que son fils, Imad Ebn Ziaten, qui a été tué sous les balles de Mohamed Merah, est-ce que vous oseriez dire ce matin à la famille d'Ahmed Merabet, qui est ce policier qui a été tué sous les balles des frères Kouachi, un dernier exemple pour leur mémoire, est-ce que vous oseriez dire à la famille du caporal, pardonnez-moi, Abdelatif Rafi, qui est mort au Mali pour la France? Mais non, ils sont moins français que moi, Éric Zemmour. Mais je ne prétends pas qu'il y a des gens moins français que moi, surtout ces gens-là qui ont donné leur vie pour la France. Je n'aurais pas cette insolence ni cette arrogance. Je dis simplement qu'il y a un principe que nous avons respecté depuis 1803, jusqu'en 1993, un principe d'unification. Je répète, vous avez lu Bainville comme moi. Là, on va en parler de l'histoire de France. La France, qu'est-ce que c'est? Ce n'est ni un empire, ni une race, c'est une nation. Vous savez, la nation française est une nation hantée de toute son histoire par la division et par la guerre civile. Donc, il y a des principes d'unification pour unifier. D'ailleurs, ça rend service aux musulmans. Parce qu'ils ne seront plus discriminés selon leur prénom. Donc je n'insulte pas les gens, je ne veux pas changer le prénom. On me prête des choses complètement débiles. Vous ne voulez pas les changer? Enfin, je ne vais pas obliger les gens à changer leur prénom. Je dis simplement, je veux obliger les gens à donner comme prénom à leurs enfants des prénoms français comme nous l'avons fait, comme les Italiens l'ont fait. Aldo Platini a appelé son fils Michel. Nous avons tous fait ça. Il n'y a aucune raison que les musulmans ne le fassent pas, à moins qu'on considère que l'islam est justement inassimilable. Parce que c'est ça, en fait. Ça ne veut pas dire que les musulmans ne pourront pas donner en deuxième ou en troisième prénom les prénoms de leur grand-père, etc. Moi-même, je porte les prénoms de mes deux grands-pères après Éric. Quels sont-ils? Justin et Léon. Donc il n'y a aucun problème. On peut même avoir des prénoms à la mosquée. On le fait à la synagogue. Je veux dire, il y a des tas de souplesses. Mais il y a un principe, c'est bien d'honorer ses ancêtres, c'est aussi bien d'honorer la France. Vous plaidez pour une pleine assimilation à l'histoire de France. Devenir français, c'est dire nous avec l'histoire de France. Absolument. Vous critiquez très sévèrement toute la logique de repentance qui domine depuis plusieurs années. Est-ce que vous iriez jusqu'à plaider pour l'abolition de ce qu'on appelle les lois mémorielles qui se sont établies depuis le début des années 90 jusqu'à aujourd'hui? Je pense effectivement qu'être français, c'est, selon le mot célèbre de Napoléon, de Clovis au comité de salut public, j'assume tout. Voilà. Donc moi, j'assume tout. L'histoire de France, il faut tout assumer. Il ne faut pas sans cesse se repentir. Je suis hostile aux lois mémorielles. D'ailleurs, je remarque que tous les historiens, la plupart des historiens français ont protesté contre ces lois mémorielles,
qui empêchent la liberté de la recherche historique. Donc effectivement, je serais favorable à les abolir. Je serais favorable abolir aussi, les lois mémorielles. bien sûr, à abolir aussi la loi Pleven, qui est une loi liberticide. Je pense que il faut la liberté. Décrocher des plaques commémoratives. Pourquoi? Je vous demande. C'est pas abolir des lois mémorielles. Mais quel rapport? Mais il y a quand même un rapport. Non, il n'y a aucun rapport. Pardonnez-moi. Je vais vous dire. Moi, je pense que la repentance nous fait beaucoup de mal. Parce que la repentance nous pousse à la culpabilité. Et la culpabilité nous pousse à la quête d'expiation, quitte à détruire notre civilisation. C'est ça la logique terrible, cruelle et suicidaire dans laquelle nous sommes. Pourquoi aller jusqu'à déconstruire et revenir sur des lois mémorielles aujourd'hui inscrites? Mais les lois mémorielles nous empêchent la liberté de l'histoire. C'est tout ce que je veux abolir. Je pense qu'il y a... Quelle loi mémorielle? On peut, excusez-moi, la loi Guesso a été vue par les historiens et par Madame Veil elle-même. Madame Simone Veil avait dit à l'époque, c'est une loi communiste. Je n'ai rien inventé. Madame Simone Veil, ce n'est pas moi. Donc il faut arrêter. Je suis désolé, le discours du Veldiv de Jacques Chirac, on encense, a été dénoncé à l'époque par Madame Marie-France Garot, par Monsieur Pierre Messmer, grand résistant et grand gaulliste, par Philippe Séguin. Je veux dire, tout ça n'est pas rien quand même. Vous regrettez ce qu'a dit Jacques Chirac ce jour-là, quand il disait ce jour-là, parlant de la rafle du Veldiv, la France commet-elle irréparable, elle a livré ses protégés à leurs bourreaux. Vous regrettez cette phrase? Je ne regrette rien. Simplement, je dis que d'abord, si on est gaulliste, on pense que ce n'est pas la France qui, ce jour-là, a arrêté ces Juifs. Mais n'êtes-vous pas un gaulliste contrarié? Le gaulliste, lui, pense que la France était à des gendarmes et des policiers français sous l'autorité de Vichy. Mais ça ne vous a pas échappé que la convention d'armistice entre la France et l'Allemagne. La France avait perdu la guerre et que nous étions obligés de fournir la police française. C'était dans les règles de la convention d'armistice. Donc c'est facile, 50 ans après, de dire la France est coupable. Non, la France n'est pas coupable, c'est l'Allemagne qui est coupable. C'est l'Allemagne qui avait gagné la guerre et c'est l'Allemagne qui a imposé cela à la France. Ce n'est pas la même chose. La France était complice, Napoléon. Et cette phrase, elle dit tout. Oui. De Clovis au comité de salut public, j'assume tout. Et dans votre vision, c'est intéressant. Il faut être nuancé aussi quand on vous lit. Merci. Depuis des années, il y a aussi la thèse du glaive et du bouclier. On va faire très rapidement. De Gaulle, Pétain. Pétain, c'est le bouclier. Il était à Vichy. Il a fait ce qu'il a pu pour protéger les Français. Et De Gaulle, c'est le glaive, c'est l'épée de la France, c'est la France combattante. Moi, je ne vais pas vous dire que cette thèse est antipatriotique parce qu'elle a été défendue par certains proches du général de Gaulle. Mais on a envie de savoir. Et par de grands historiens. Est-ce que celui qui avance vers une candidature que vous êtes aujourd'hui, est-ce qu'il maintient tout ce qu'il a dit sur ce sujet, quitte pour vos adversaires et certains à passer, vous le savez, pour un néo-pétainiste? Mais comme d'habitude, de toute façon, j'ai le droit à tout. Donc pétainisme, raciste, tout ça. Mais en revanche, je pense que il faut bien comprendre pourquoi j'ai fait ça. C'est évident que spontanément, je suis plus du côté de De Gaulle que de Pétain. En plus, moi, le régime de Vichy a ôté à ma famille la nationalité française. Donc ça m'amuse qu'on me traite de vichiste. Mais si vous voulez, c'est toujours mon combat contre la repentance et que la culpabilité. Je pense qu'il faut en finir avec cette notion, il faut en finir avec ces criminels, vous comprenez. Et on essaye de culpabiliser le peuple français en permanence. Et pourquoi on essaie de le culpabiliser? Pour justement qu'il accepte et qu'il se soumette à l'invasion migratoire et à l'islamisation du pays. Mais c'est ça l'objectif. Oui, donc moi, quand je me bats... Là, vous avez fait un saut dans l'histoire. Ah, mais non, mais c'est important. C'est très important, parce que voilà pourquoi je l'ai fait. J'ai compris, mais donc après, on a le droit... Attendez, vous avez envie de comprendre. Moi, j'aime l'histoire. J'aime les querelles historiques. Je passe des heures, mais bien sûr. Je passe des heures à m'interroger pour savoir pourquoi Napoléon a fait ceci, pourquoi il a fait cela, pourquoi Louis XIV a fait ceci. Je passe des heures à discuter avec des amis pour refaire cette histoire-là. J'aime ça. Donc, il n'y a aucune raison que le régime de Vichy ne soit pas, moi aussi, dans mon ordre d'intérêt. Voilà, donc c'est tout. On ne va pas passer 3 heures. Et je ne vois pas pourquoi, parce qu'on discute et qu'on reprend des thèses historiques de grands historiens français avant que Paxton n'écrase la recherche historique française. Et d'autres. On les a lus comme vous. Mais il y a quand même un point sur lequel on aimerait comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment, vous dites qu'il y a une dissociation entre les lois discriminatoires anti-juives de 40 et le projet d'extermination des juifs. Selon vous, il n'y a pas une continuité. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Là aussi, ce sont tous les historiens. Oui, mais... Non, il n'y a pas de continuité. Donc, l'élément antisémite imposé par les Allemands
quand Vichy prend ces lois discriminatoires, que je condamne évidemment, parce que maintenant je suis obligé de tout préciser, puisqu'on me prête des choses délirantes. Donc évidemment que je les condamne, parce qu'en plus ça me touche moi, en l'occurrence. Bon, je n'aurais pas pu faire mon métier, je n'aurais pas pu être ce que je suis, etc. Donc je vous peux les pas condamnez les lois antisémites. Mais elle n'était pas dans une logique exterminatrice. Oui, pour vous, il n'y a aucun lien. Mais c'est pas pour moi. Encore une fois, tous les historiens le disent. Mais je pose la question à Éric Zemmour, presque candidat à la présidentielle. Mais pour moi, il n'y a pas de lien. Non, c'était pas l'objectif. L'objectif n'était pas exterminateur. Ce sont les Allemands qui ont introduit cette logique exterminatrice. Non, effectivement. Mais ça paraît compliqué aujourd'hui. Les gens ne comprennent plus cette distinction. Mais vous dites que Vichy a freiné l'application de la solution finale, c'est ça? Je dis que Vichy a protégé les Juifs français et qu'il a donné les Juifs étrangers. Qu'aujourd'hui, on trouve ça abominable. Et c'est abominable, puisque ces pauvres gens sont morts. Grâce à des policiers, et malgré Vichy, malgré Pétain, malgré Berland, malgré Bousquet. Mais bien sûr. Mais bien sûr, les Français ont sauvé des Juifs. Mais le principe même de la zone libre a sauvé des Juifs. Mais on ne va pas passer 3 heures sur Pétain. C'est important. Vous allez peut-être être candidat à la présidentielle. C'est important de connaître votre vision de l'histoire. Surtout que vous nous avez dit que vous voulez abolir certaines lois mémorielles. Si, permettez-moi. Une pause, Mathieu Bock-Côté, vous reprenez. C'est à vous juste après. Il y a des pauses tout le temps, en fait. Le grand rendez-vous Europe. Entretien avec Éric Zemmour. La question de Mathieu Bock-Côté. Alors, Éric Zemmour, une question m'obsède. Je suis un nouveau lecteur et dans Le Suicide français, 2015, si je ne me trompe pas, 14, pardon, vous terminez le livre avec une phrase terrible. La France se meurt, la France est morte. On est quelques années plus tard et apparemment la France n'a plus dit son dernier mot. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que la France soit morte, la France soit cadavre, et aujourd'hui qu'elle renaisse? Est-ce que vous êtes le dernier spasme de la France ou est-ce que vous croyez finalement qu'elle peut renaître aujourd'hui? Alors, je suis ravi que vous me posiez cette question parce que ça fait 3/4 d'heure qu'on parle de mon approche, mon regard sur l'histoire. Je vous ai pas entendu interroger ainsi Valérie Pécresse ou d'autres sur sa conception de l'histoire. Donc, comme quoi ça prouve. Ah, non, c'est une notation. Oui, je ne sais pas comment je dois le prendre. Ça veut dire que je suis flatté. Après, on va dire que je parle que d'histoire. Mais enfin, je suis flatté parce que ça veut dire que vous ne prêtez pas aux autres de vision de l'histoire. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que je pense qu'effectivement, c'est leur grave problème. C'est-à-dire que moi, je raisonne en fonction de l'histoire de France. Eux raisonnent en fonction de mesures, soit technocratiques, soit de conseils de communicants. C'est votre différence du candidat Zemmour avec les autres? C'est ma grande différence, en tout cas. Mais permettez-moi d'insister sur la question. Mais justement, je vais répondre à votre question. Que s'est-il passé? Mais, si vous voulez, je regarde, j'observe la situation française depuis des années, voire des décennies. Je suis absolument pris d'une grave inquiétude devant ce que nous vivons. Je vois effectivement le destin de la France se jouer à qui tout double et je vois que la France n'a jamais autant risqué la disparition qu'aujourd'hui parce que notre peuple est enseveli démographiquement par un autre peuple. Je pense que c'est ça le danger. Et donc je l'avais expliqué, je l'avais démontré, analysé et effectivement je voulais sonner le tocsin. Et moi-même, vous savez, je suis passé par des moments de désespoir. Ce n'est pas honteux, ce n'est pas indigne. Quand je voyais la situation, quand je voyais l'incapacité des politiques à réagir, leur lâcheté ou alors leur aveuglement, je me disais mais c'est pas possible, la France est morte. Et puis j'ai continué ma réflexion, j'ai poursuivi ma réflexion et je me dis non, ce n'est pas possible. Dans l'histoire de France, à chaque fois qu'on a touché le fond, on est remonté. On a eu, je ne vais pas vous refaire de Jeanne d'Arc au général de Gaulle. Bon. Donc je pense qu'effectivement, nous pouvons et nous devons nous battre pour que la France n'ait pas dit son dernier mot. Nous devons effectivement, maintenant, je pense qu'il y a un réveil dans le peuple. Vous savez, je regarde les sondages. On essaye de me dire que je suis marginal, etc. En vérité, il y a 70% des Français, selon tous les sondages, qui sont d'accord avec moi. Donc on voit bien qu'il y a une prise de conscience. Les gens ont compris le danger. Ils ne l'avaient pas compris forcément il y a 10 ans, il y a 15 ans. D'accord sur le diagnostic, les solutions, nous sommes en train de les éprouver. En réalité, en vous écoutant, vous n'avez plus le choix. Comment? Vous n'avez plus le choix. Je n'ai plus le choix. Vous n'avez plus le choix. C'est-à-dire? Vous allez y aller. Vous n'avez plus le choix. Attendez, si tout ce que vous nous dites, et à la fin vous n'y allez pas, certains vont le prendre pour une désertion. C'est un des problèmes, vous avez raison. On a la réponse. Mais effectivement, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'être candidat? Vous savez,
j'analyse la situation depuis des semaines, des mois. J'ai longtemps pensé qu'un autre, un politique classique, pourrait se lever et faire ce boulot-là qui est terrible et qui est très exigeant, mais qui est salvateur. J'ai longtemps pensé ça et je m'aperçois qu'en vérité, il n'y en a pas. Donc d'où mon interrogation, j'explique ça dans mon livre en introduction. Donc effectivement, après, il y a des conditions réelles, il y a la réalité. J'ai vu qu'effectivement, il y a un enthousiasme pour ma candidature. Ça aurait pu ne pas avoir lieu. Et là, je réponds en partie à la question de Mathieu Bock-Côté, c'est-à-dire que s'il y a un enthousiasme pour ma candidature, qui se voit à travers les ventes de mes livres, à travers les gens qui se précipitent dans mes conférences, à travers les sondages, c'est que le peuple français ne veut pas mourir et qu'il y a un espoir. Et que donc, si vous le décevez, les conséquences seront réelles. Ça, vous le savez, je suppose. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pose la question avec des mots très durs. Si vous n'y allez pas, est-ce que vous sentez que plusieurs y verront une trahison? C'est-à-dire que vous avez porté une parole, vous avez incarné ça, vous avez laissé le désir monter, et au dernier moment, vous nous dites finalement, je redeviens commentateur. Est-ce que vous pouvez redevenir commentateur après ce que vous avez commencé à porter jusqu'à présent, ou est-ce que vous devez aller jusqu'au bout? C'est une vraie question. Et la réponse la réponse, je la donnerai bientôt, vous inquiétez pas. Non, mais la réponse à la question, c'est qu'effectivement... Non, mais je ne fais pas le politique. Jusqu'à présent, je ne vous ai pas vraiment fait le politique. Ah non, ça s'appelle la langue de bois. Non, je vous dis simplement, je choisirai mon moment. C'est pas de la langue de bois. Je dis, voilà. Est-ce que vous pouvez ne pas y aller? Non, mais c'est une vraie question. Est-ce que je peux ne pas y aller? Oui, je peux toujours ne pas y aller. Et décevoir tous ceux à qui vous le dites, c'est maintenant ou jamais. Si je n'y allais pas, je décevrais à IS beaucoup de gens. Ça, c'est sûr. Bon. Et vous avez raison, ça sera pris comme une désertion, une trahison, etc. Ça compte dans ma prise de décision. Oui, parce que qu'est-ce qu'il adviendra de la France? Si vous dites que vous en êtes un peu le sauveur et le fer de lance de ce sursaut, si vous n'y allez pas, on vous dit c'est une désertion, et je reprends le mot dur de Mathieu. Je ne vous dis pas le contraire. Je sais comment ça sera pris. Et vous n'êtes pas quelqu'un qui peut être, comment dire, on peut le soupçonner de faiblesse ou de trahison. Donc vous irez. J'espère que dans ma vie, je n'ai pas montré ces défauts-là. Et donc vous ne le ferez pas? On ne voit pas très bien ce qui pourrait vous empêcher, quoi. Mais vous savez, tout peut arriver. Encore une fois, je choisirai mon moment. On ne va pas épiloguer 3 ans. Je ne vais pas aujourd'hui vous dire je suis candidat, je ne suis pas candidat. Je choisirai mon moment. Après, voilà, on verra bien. Votre candidature se construit aussi sur la déception par rapport à une autre candidature, celle de Marine Le Pen, dont plusieurs parlent, plusieurs vous comparent à tort ou à raison. Est-ce que pour vous, Marine Le Pen est une femme de gauche? Je l'ai beaucoup dit. Je pense qu'elle a des réflexes de femme de gauche. Maintenant... vous savez, Marine Le Pen n'est pas mon obsession. Moi, je suis d'une famille politique qui s'appelait le RPR quand j'étais jeune. Et je pense que si le Front National ou le Rassemblement National a aussi progressé, autant progressé, c'est parce que justement, le RPR a été nié, trahi. Mathieu, vous m'avez toujours dit que mon livre fondateur, c'était le livre noir de la droite, que j'ai écrit en 98. Et effectivement, dans ce livre, qu'est-ce que je disais? Je disais comment le RPR, comment le gaullisme, comment le chiracisme avait trahi le gaullisme, comment le chiracisme avait trahi la droite, comment aujourd'hui, on voit bien qu'est-ce que c'est que devenu LR. C'est un parti de notables centristes qui après prétendent que je ne partage pas leurs valeurs. Mais eux-mêmes, en quoi partagent-ils les valeurs du RPR et de la droite d'avant? Non, ils ont eux-mêmes trahi le général de Gaulle et même Georges Pompidou. Mais eux, ils ont été élus, ils sont parfois maires, ils sont sur le terrain, ils peuvent vous dire, et vous, à part écrire des livres à succès, on vous le concède, et à part faire toutes les émissions de télévision, de radio, que faites-vous sur le terrain? Vous avez raison, ils ont tout à fait une compétence que je n'ai pas, une compétence technique que je n'ai pas, d'élu, de maire, de président de région. Comment vous allez combler ça une fois candidat? À quoi sert la compétence si elle est conjuguée avec l'impuissance? C'est leur vrai problème. Une impuissance à la fois organisée, qu'ils ont acceptée, les juges, la commission de Bruxelles, et une impuissance née de leur incapacité à faire le bon diagnostic historique, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc la compétence, c'est très bien, mais elle ne sert à rien puisqu'elle n'est pas encadrée, elle n'est pas dirigée par une volonté et une capacité à comprendre l'histoire et à comprendre les enjeux historiques. Eh bien, Éric Zemmour, nous verrons si vous allez pouvoir conjuguer tout cela. C'était aujourd'hui votre grand rendez-vous. Nous avons choisi de rester sur vos thèmes, sur le diagnostic, pour tenter de vous pousser aussi loin dans vos retranchements et comprendre vos solutions et leurs traductions concrètes sur le terrain. Merci. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Je remercie également mes camarades et collègues Mathieu Bock-Côté et Nicolas Barré. À bientôt. Vous restez, je l'espère, en direct sur Europe 1 et CNews.